situation en France, bon, déjà, pour commencer sur quelques éléments qu'on avait déjà discutés à la dernière réunion, mais je pense que c'est important de le rappeler, on voit que si l'État d'Israël il tient autant et il assume aussi fièrement même sa politique génocidaire, bah, c'est bien parce qu'il a des béquilles qui sont importantes, c'est toutes les interventions d'avant, le soutien des puissances impérialistes comme les États-Unis et la France. Pourquoi est-ce que ces puissances soutiennent autant ? Ben voilà, on l'a dit, c'est pour des intérêts économiques. Là, Trump, il y a l'exemple de l'idée qu'il a lancée d'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les États-Unis pour reconstruire Gaza et en faire la Riviera du Moyen-Orient, genre en gros la Côte d'Azur à Gaza. Et bien sûr, en fait, ce que ça veut dire, c'est de chasser tous les Palestiniens pour se faire un maximum d'argent. La France, elle a vendu en 2023 30,1 millions d'euros de matériel militaire à Israël. C'est le montant le plus gros en fait depuis 2016. La France est le 8e fournisseur d'Israël. C'est son 9e client, avec plus de 100 filiales françaises installées en Israël et des échanges bilatéraux qui pèsent 3,6 millions d'euros par an. Ça donne une idée quand même, en effet, des intérêts économiques qui sont en jeu pour la France. Par ailleurs, Macron, il défend aussi dans son calcul des intérêts qui sont politiques et stratégiques pour lui. Déjà, bon bah, c'est tirer son épingle du jeu. Okay. C'est tirer son épingle du jeu dans un contexte mondial qui est instable, quoi, où la Chine elle étend son influence, y compris dans d'anciennes colonies françaises. Et puis le deuxième choix, bah, c'est de faire, de surtout pas se mettre à dos les États-Unis et donc de les suivre, y compris dans leur soutien à Israël. Pourquoi est-ce que c'est important, essentiel de rappeler ça et pourquoi est-ce que c'est en fait un élément qui est déterminant? Parce qu'en fait, ça nous montre que le soutien de ces pays impérialistes, c'est pas juste un soutien idéologique basé purement sur de l'islamophobie, c'est une stratégie de défense de leurs intérêts politiques et économiques dans la région, de leurs intérêts capitalistes. Et tant qu'on vivra dans un système capitaliste où toute la logique, ça tourne toujours autour de la thune, du profit d'une minorité qui s'enrichit sur le dos de la majorité de la population, bah, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des colonisations, des guerres et des génocides. Le capitalisme, il porte ça en lui, et si nous, dans notre mobilisation de soutien au peuple palestinien, en fait, on ne pose pas le problème de s'organiser pour renverser le système, en fait, c'est plus qu'insuffisant, pour ne pas dire en vain. Donc, c'est pour toutes ces raisons que le gouvernement français, en fait, il veut étouffer la mobilisation en soutien à la Palestine, parce qu'il sait que ça peut menacer, en fait, l'ordre qu'il veut mettre en place dans la région, dont Israël est le représentant, et que ça peut menacer aussi ses intérêts économiques. Et la pression du gouvernement Macron, elle s'exprime en fait de plusieurs manières. C'est, on l'a vu, les interdictions des toutes premières manifestations dès le lendemain du 7 octobre pour tenter d'empêcher dès le début absolument tout soutien au peuple palestinien, la dissolution de la Jeune Garde, la tentative de dissolution d'Urgence Palestine, c'est de la répression de syndicalistes, d'étudiants, de travailleurs. Là, comme la prof par exemple qui a été suspendue pour avoir autorisé une minute de silence qui a été demandée par ses élèves en classe. C'est la loi antisémitisme, où on en avait discuté aussi. En fait, c'est juste une nouvelle arme super cool pour le gouvernement, pour juste réprimer tous les étudiants et étudiantes qui veulent, où en fait, ils vont mettre en place une nouvelle section disciplinaire du rectorat pour réprimer encore plus les étudiants et en fait les virer de l'université, que ce soit pour le soutien au peuple palestinien dans leur fac, mais aussi à l'extérieur de leur fac. Et ça peut aussi être utilisé pour des sujets qui sont, des mobilisations et des grèves qui ont un autre sujet que la question de la Palestine. Vous imaginez le nouvel outil de ouf de répression du gouvernement contre le mouvement étudiant. Et bien sûr, c'est la chape de plomb qu'on connaît depuis le début, c'est-à-dire la pression politique qui est mise de faire l'amalgame. Si tu soutiens le peuple palestinien, c'est que t'es antisémite, c'est les calomnies, c'est le matraquage médiatique au quotidien qui diffuse des discours qui sont racistes et islamophobes pour essayer de décrédibiliser justement le soutien à la Palestine. Sur nous, les suites, comment est-ce qu'on voit la situation, y compris sur la mobilisation en France et ailleurs? Parfois, on entend que ouais, mais le gouvernement, il nous écoute pas. En vrai, on peut rien faire. C'est chaud, mais on n'a pas forcément. Voilà, on sent dans les discussions que parfois, on sait pas trop par quel bout le prendre. Nous, au contraire, on pense en fait au NPR révolutionnaire que, en fait, c'est pas une fatalité de regarder les images sur les réseaux sociaux et de ne pouvoir rien faire. On pense aujourd'hui qu'on peut réussir à mettre une pression sur le gouvernement pour affaiblir son soutien à Netanyahou. En fait, tu peux gouverner un pays de gens qui sont pas d'accord avec toi tant qu'ils restent silencieux. Mais si tous les gens qui sont pas d'accord, ils se mettent tous ensemble, ils se coordonnent, ils s'organisent, en fait, ça peut devenir un très gros problème quand même pour le gouvernement. Depuis là, par exemple, notre dernière réunion publique sur le sujet qui date d'il y a 2 semaines, on était par ailleurs 200 personnes. Il y a eu, je vais pas faire toute la liste, mais
des manifestations, des rassemblements, des occupations suite à la flottille de la liberté. Il y a eu les convois dont Hortense a parlé en Tunisie, c'est 150 000. 1500 militants qui viennent d'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et quelques Libyens. Il y a eu la marche mondiale vers Gaza, c'est plus de 4000 militants venus de 80 pays différents qui sont venus du coup en Égypte. Aux Pays-Bas cette semaine, c'était 150 000 manifestants. À Bruxelles, c'était 75 000. Et bien sûr, c'est pas toute la liste. Voilà, c'est ça en une semaine, en quelques jours. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire qu'il y a une ressource très importante de colère et d'envie de se battre dans la classe ouvrière et dans la jeunesse, partout dans le monde, et y compris en France. Et ça veut dire que, en fait, on ne manque pas de colère et on ne manque pas de nombre de gens qui veulent se battre pour mettre la pression. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se sentent impuissants et qu'il y a un manque de confiance dans notre capacité à pouvoir vraiment mettre une pression. Si on regarde l'histoire du mouvement ouvrier, par exemple, et de la jeunesse, en fait, il y a plein d'exemples de mobilisations internationalistes, de grèves, de manifestations contre des guerres, contre la colonisation, qui ont pu faire reculer en fait des politiques guerrières. C'est le cas par exemple dans le mouvement de solidarité internationale contre la guerre au Vietnam de 1955 à 75, et en particulier aux États-Unis, où en fait les jeunes et la classe ouvrière, ils se sont mobilisés de manière massive contre l'implication militaire de leur propre gouvernement et contre l'impérialisme américain. Pour donner une idée, en 69, le 15 octobre plus précisément, il y a 2 millions de personnes qui manifestent dans plus de 200 villes aux États-Unis, avec y compris des manifestations étudiantes très régulièrement sur les campus des universités, etc., et qui par ailleurs sont réprimées violemment. En France, même si c'est pas les mêmes chiffres, il y a eu des grosses manifestations qui ont quand même permis, y compris d'ailleurs, de politiser l'avant-garde, le noyau militant qui va devenir le noyau de mai 68. Voilà, c'était plusieurs dizaines de milliers de manifestants à Paris en réaction à l'intensification des bombardements américains au Vietnam. Et ça s'est poursuivi en fait pendant des années avec, par exemple, je veux dire, c'est le cas aussi avec l'exemple de la guerre en Algérie, où il n'y a pas de décompte officiel en fait du nombre de manifestants qu'il y a eu en France, mais par exemple lors des manifestations, lors des funérailles des victimes de Sharon le 13 février 62, il y avait 1 million de manifestations à Paris. Voilà, donc pourquoi nous on veut revenir et construire des manifestations de masse? Déjà parce qu'on pense que les manifs c'est ce qui permet le mieux de quantifier la colère de la classe ouvrière et de la jeunesse, parce que c'est ce qui fait la démonstration aussi à nos États que on n'est pas juste en désaccord chez nous et sur Twitter, mais qu'on est capable de les mettre sous pression et que la seule manière, s'ils veulent vraiment nous stopper, ça veut dire qu'eux, ils doivent stopper leur soutien à Israël. Et dans ces manifestations, ça veut dire exiger la fin du génocide, le droit au peuple palestinien de disposer de son État, la fin de toute politique criminelle de l'État d'Israël. Et nous, on pense que c'est possible et qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'en France, il n'y ait pas des manifestations importantes comme on a pu le voir là ces dernières semaines dans des pays européens, dont aux Pays-Bas avec une manif à 150 000 personnes. Mais tout ça, évidemment, quand on dit tout ça, ça veut dire, ça implique un rôle à jouer et des tâches pour nous pour construire ça. Et pour ça, évidemment, on a besoin de force. Là, par exemple, la manifestation de samedi dernier, en fait, c'est une étape qui est importante parce que c'est la plus grosse manifestation qu'on a eue là depuis quelques temps. Mais maintenant, après ça, on fait quoi ? Il faut qu'on prenne confiance en fait dans notre force, dans notre propre force, et qu'on comprenne le rôle qu'on a à jouer, mais y compris dans la société, c'est-à-dire c'est nous qui faisons tout tourner. Et y compris là, je vais beaucoup parler des manifestations, mais en vrai il y a deux biais en fait pour mettre la pression. C'est ces deux trucs-là qu'il faut. C'est briser la complicité des États impérialistes par les manifestations, mais c'est aussi retenir la main armée de l'État d'Israël par l'intervention des travailleurs et des travailleuses. Là, sans les travailleurs, par exemple, pour transporter les armes pour Israël, il n'y a pas d'envoi d'armes. Dans le fond, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est une grève. C'est ça, en fait, la force des travailleurs, et y compris la jeunesse, elle a un rôle à jouer là-dessus pour entraîner les travailleurs à faire grève et à prendre en charge cette question. Donc nous, on pense qu'il faut massifier les manifestations, mais il faut aussi que les travailleurs ils se posent le problème de stopper leur activité sur la question de la Palestine, et y compris évidemment sur toutes les autres questions de la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement Macron. Et d'ailleurs, sur cette question de l'intervention des travailleurs sur l'envoi d'armes à Israël, c'est d'ailleurs pour ça que l'exemple des dockers de Gênes et du port de Fos-sur-Mer, c'est un exemple qui est très important, qu'on a beaucoup discuté et dont il faut encore parler, parce que le fait qu'ils aient stoppé la livraison de 14 tonnes de pièces détachées pour fusils mitrailleurs à une entreprise d'armement israélienne, c'est un exemple très important justement de ça, et c'est un point d'appui
qui va vers le renforcement et l'idée de dire qu'il faut intervenir pour empêcher Israël de s'approvisionner en armes. Et y compris, c'est un exemple qui a beaucoup inspiré, qui continue d'inspirer beaucoup de gens. Donc on a eu beaucoup de rassemblements très encourageants la semaine dernière, manifestations, etc. On a vu des organisations qui appelaient à ces échéances. Il y a eu un communiqué de l'intersyndicale. La France Insoumise, elle a été à l'initiative de plusieurs de ces appels. Mais maintenant, depuis la flottille, elle appelle à quoi ? C'est ça en fait le problème. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite à part l'éparpillement ? Il y a un risque dans lequel il ne faut pas qu'on tombe. Parce que là, les trucs de chacun fait un peu son appel. Il y a la manif du Bourget le samedi 21. Il y a eu la manif pour Georges Ibrahim Abdallah le 14. Je fais pas toute la liste, mais il y a d'autres choses qui ont été proposées là pour la suite. En fait, tout ça, pourquoi c'est pas une bonne chose ? Parce que ça renforce l'éparpillement, ça renforce la division. Ça permet pas en fait d'avoir une date commune de masse, et donc ça permet pas de donner justement confiance aux gens dans le fait qu'on peut gagner et on peut faire une démonstration commune de masse, alors que c'est justement ça qui manque. Nous, on dit, mais pourquoi pas dès maintenant discuter en fait d'une prochaine journée ? Nous, c'est ça qu'on propose. Et pour nous, il faut combiner à la fois le fait de donner des éléments de compréhension, c'est un élément qui est très important et c'est pour ça que ce type de réunion et le débat qui va suivre, c'est des moments qui sont très importants, et combiner ça à la question de l'action. Nous, on pense qu'en fait, il faudrait une nouvelle journée de date de manifestation nationale où on serait des centaines de milliers dans la rue pour dire que l'État français, il est complice, qu'il faut qu'il arrête sa complicité et il doit arrêter de vendre des armes. Là, par exemple, pendant la réforme des retraites qu'on a connue, en France, à Paris, en fait, on a été plus d'1 million là, dans les rues. Après l'assassinat de George Floyd, on était 80 000 devant le tribunal de Paris de manière assez spontanée. Donc bien sûr que c'est possible. Aujourd'hui, là, tu tournes la tête, partout tu vois, pas que dans la Genève, partout tu vois des gens qui sont solidaires avec le peuple palestinien. Donc notre rôle, nous, c'est de s'adresser à ceux qui sont autour de nous et de renforcer la confiance qu'on peut avoir dans notre rôle, c'est-à-dire la conscience internationaliste. Donc, je pense qu'on a tous vraiment un rôle à jouer pour s'adresser aux gens autour de nous, à tous ceux et celles qui participent à ces manifestations, qui les impulsent, qui en demandent, y compris, avec une politique qui a pour but de réellement donner des perspectives de construction de cette mobilisation. Et donc là, la logique, nous, c'est de réfléchir à proposer aux autres organisations de jeunesse une prochaine réunion interorga pour proposer à toutes les organisations, à toutes les structures, collectifs nationales, les intersyndicales, etc., de construire une nouvelle journée de manifestation nationale. Et ça, évidemment, c'est pas un truc qui se fera naturellement, il faut des forces vives pour construire ça. Donc nous, y compris, on veut proposer ça à tout le monde, mais aussi en particulier aux gens qui sont dans la salle, et plus spécifiquement les gens qui n'ont pas encore rejoint le NPR révolutionnaire, de vous inviter évidemment à laisser vos contacts pour qu'on organise ça ensemble et qu'on fasse une campagne de déploiement où on organise des collages, des diffs partout, dans les lieux de travail, dans les boîtes, dans les lycées, dans les collèges, dans les facs, dans les marchés, devant les métros, et de discuter, de continuer de construire ça et de construire la lutte en solidarité avec le peuple palestinien. Je voulais terminer sur une chose qui semble importante, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, mais si on veut vraiment être utile contre les guerres, le colonialisme, les génocides, qui en fait ne font que répondre aux intérêts économiques d'une minorité qui cherche juste à se faire de la thune sur le dos des populations, il faut renverser le système capitaliste. Voilà, il n'y a pas de raccourci à cette question-là. Et pour ça, en fait, on a besoin d'un outil. Parce que si on est isolé face au système capitaliste, en fait, on est trop petit, on ne peut rien faire. Voilà, on a une marge de manœuvre qui est tout à fait limitée. Et cet outil, c'est un parti révolutionnaire. C'est pour ça qu'on vous appelle évidemment à rejoindre le NPR révolutionnaire s'il y a des gens ici dans la salle qui n'ont pas encore fait ce pas-là mais qui se posent ce problème. Pourquoi ? Pas juste parce que, évidemment, on est sympa, mais parce que les révolutionnaires, en fait, c'est ceux qui vont jusqu'au bout des mouvements. Comme on le disait tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, on ne manque pas de colère, mais on manque de militants, et on a besoin aussi de militants qui jouent un rôle au quotidien et pas juste ponctuellement lors des manifestations, lors des rassemblements. Et en fait, sans un parti révolutionnaire, sans cet outil au quotidien pour notre intervention, en fait, on ne pourra pas assumer les tâches que l'avenir nous réserve. Parce qu'un parti révolutionnaire, c'est une coordination des forces, c'est une implantation à la fois dans la jeunesse, mais aussi dans les différentes entreprises qui interviennent de manière coordonnée, voilà, des réseaux, des expériences, des formations dans tous les sens du terme, et tout ça mutualisé. C'est un outil aussi qui permet d'accumuler voilà, tout un groupe de militants qui se préoccupent ensemble de l'émancipation des travailleurs, des travailleuses et de toutes les couches les plus opprimées de cette société, et qui regroupe ça dans sa durée. C'est-à-dire être capable de maintenir une activité qui soit réfléchie, même hors période de mouvement.
Par exemple, là, si il peut y avoir parfois des moments où il y a un reflux dans les manifestations en soutien à la Palestine, un parti révolutionnaire, lui, il continue et il nous permet, à nous les révolutionnaires, quand il n'y a plus de mouvement ou de manifestation, de préparer la prochaine, de réagir et de continuer à maintenir un rapport de force sur cette question-là. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce qu'on raconte, et c'est y compris, j'imagine, le cas puisque vous êtes là, on s'adresse à vous et on vous invite vraiment à discuter avec les militants du NPR révolutionnaire, à rejoindre notre organisation parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu énorme à remplir le rang des révolutionnaires et à construire cet outil-là. Voilà, merci à vous.